Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Eh bien aujourd'hui et dorénavant, il sera question de thématiques plus ou moins en lien avec mon projet de recherche doctorale, à savoir le concept de la rationalité limitée tel que décrit par Herbert Simon et James March. Ces deux auteurs, deux de mes auteurs préférés déjà, ont contribué à la formation de l'école de Carnegie Institute of Pittsburgh, excusez mon anglais écorché comme une cimentale, une école de pensée qui fédère plusieurs chercheurs qui s'intéressent à la fois au concept de la décision, de la formation de celle-ci, ainsi que aux situations conflictuelles sous-jacentes. Le concept de la rationalité limitée a été développé plus particulièrement en réaction aux présupposés, aux principes de l'approche microéconomique classique telle que développée par David Ricardo et Adam Smith au début du XVIIe siècle et plus particulièrement par Walras et Marshall à l'aube du XIXe siècle. Cette approche microéconomique considère plus généralement que l'acteur économique est un homo economicus, locution latine signifiant littéralement homme économique, qui désigne consommateurs, entreprises, États, capables ensemble de maximiser leur propre satisfaction. Donc c'est autour de cette maximisation de la satisfaction, maximisation des envies, que se situent, que se positionnent les travaux de Simon et March. Tout d'abord, pour ne pas nous perdre dans ce dédale conceptuel, précisant un certain nombre de notions, notamment la conception qu'attribuent Simon et March à l'organisation. Celle-ci est perçue comme une citadelle, voire même un vivier à décision, qui, précise Simon et March, est conçu comme un processus impliquant non seulement un acteur, mais plusieurs, d'horizons divergents, hétérogènes, éclectiques, mais aussi au système des préférences, parfois même antagonistes, ce qui rend la décision dans son approche holistique plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, dans une organisation, à titre d'exemple, se trouve un employé, un manager, un top manager, voire même un employé. Pour ce dernier, les envies globales seraient par exemple d'avoir, moyennant une contribution au travail, un salaire maximal, des primes à la hauteur, à la taille, voire même des conditions connexes telles que le chauffage, la climatisation, voilà, des conditions de travail qui soient favorables. Autant d'attributs, autant d'envies auxquelles prétend l'employé et qui sont aux antipodes de celles de l'employeur qui, lui, considère l'employé comme un facteur de travail stricto sensu, c'est-à-dire une force de travail qu'il faudrait simplement minimiser en termes de coûts. Donc l'employeur est dans une quête tout à fait contraire à celle de l'employé, dans la mesure où il tâche de maximiser ses gains de productivité. Et donc, cela rend la décision plus trapue, plus délicate, lorsque celle-ci implique à la fois employé et employeur, dont les relations sont, comme je viens de préciser, tout à fait contradictoires. Outre cette complexité, se trouve aussi l'idée selon laquelle, précise Simon et March, l'individu ou l'homo economicus parvient, idéalement, à isoler parmi plusieurs choix celui qui satisfasse sa fonction d'utilité, qui satisfasse, pour simplifier, ses envies. Donc il est parfaitement informé, parfaitement rationnel, et au système de préférence figé, hiérarchisé. Autrement dit, moi, en tant qu'homo economicus, chez ma boulangère ou chez moi en train de concocter un bon cassoulet, suis censé avoir la bonne cassole, les bons ingrédients tels que les haricots de Tarbes, si jamais je souhaite me faire un bon cassoulet chaurien de Castelnaudary. Je suis donc censé avoir une information parfaite et les ingrédients qu'il faut, avec des coûts bien déterminés en termes de recherche d'informations, des coûts physiologiques, des coûts temporels, voire même des coûts pécuniaires. Tout est calculé à la minute près. Telle est l'incarnation de l'homo economicus, qui à partir d'une branche d'alternative, en l'occurrence le cassoulet, parvient à choisir et à préparer donc le plat, le cassoulet, qui lui apporte le maximum de satisfaction en termes de propriétés organoleptiques, en termes de qualité, de goût et ainsi de suite. Ce qui justement donc traduit
a donc le personnage de l'homo economicus capable, en mesure de satisfaire ses besoins, de maximiser sa satisfaction en toutes circonstances. Moi, chez la boulangère du coin, en homo economicus, je suis censé choisir la bonne baguette de tradition, avec le même coût, le même prix, les mêmes propriétés organoleptiques, quelles qu'en soient les conditions. Or, pour Simon et March, ces conditions-ci, si idéales soient-elles, si idylliques soient-elles, relèvent de l'utopie. Ce n'est qu'un mythe. Donc, si vous souhaitez, Simon et March battent en brèche les présupposés de l'homo economicus tel qu'il a inspiré les travaux de recherche chez Walras et Marshall. En disant que l'individu agit non suivant une perspective de satisfaction maximale, mais plutôt suivant une perspective de satisfaction minimale. Il agit donc dans une rationalité non absolue, mais limitée, par des biais cognitifs qui viennent entraver le processus de décision dans son ensemble. 3 séries de facteurs correspondent à ces biais cognitifs, parmi lesquels les informationnels, à savoir le flux informationnel dont dispose tel ou tel acteur économique à l'image du consommateur, de l'investisseur, de l'actionnaire, voire même de l'État. Ce flux informationnel est par définition parcellaire, fragmentaire, incomplet. L'information dont moi je dispose pour m'acheter donc cette baguette de tradition est incomplète, à moins d'être omniscient, divin, parfait, chose que je ne suis pas. Donc, faute d'informations complètes, j'agis suivant une perspective de satisfaction minimale. Je ne vais pas donc avoir les yeux plus gros que le ventre et demander la lune, mais plutôt choisir une branche d'alternative qui m'accorde le minimum de satisfaction. Dès lors, j'arrête le processus de recherche et de quête de comportement. Qui plus est, l'accès à l'information tel qu'en témoignent les sociétés de vente de bases de données actuellement et sous l'impulsion des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, sous l'impulsion justement de ces éléments, les sociétés de bases de données qui vendent des bases de données laissent transparaître l'importance de l'information en pierre angulaire pour telle ou telle entreprise. L'information est aujourd'hui perçue comme la pièce maîtresse pour telle ou telle activité économique. C'est la clé de voûte, justement, qui nous permet d'avoir et de prendre la bonne décision. Or, cette information, aujourd'hui, peut être non seulement partielle, mais partielle. Et parfois, l'accès à cette information est souvent trop dispendieux pour être opéré. Ce qui fait justement que le flux informationnel est par définition fragmentaire. Outre les facteurs cognitifs, se trouvent, force est de constater, des facteurs d'ordre psychophysiologique, à savoir que tel ou tel acteur économique souffre d'éléments ou de facteurs liés au stress, à la fatigue mentale et physiologique, à la prise de recul qui n'est pas toujours suffisante pour prendre la bonne décision. Autant de limites, restrictions psychophysiologiques qui battent en brèche à leur tour le personnage ou le mythe de l'homo economicus, ce parfait personnage, omniscient, omnipotent, capable justement de prendre en toutes circonstances la bonne décision. Par définition, cela est impossible de par justement cette deuxième série de facteurs d'ordre psychophysiologique. Un deuxième facteur auquel s'ajoute les ressorts motivationnels qui, comme nous l'avons précisé à l'instant, laissent transparaître des motivations pas seulement divergentes, mais aussi antagonistes, à l'exemple de la relation entre l'employé et l'employeur auquel j'ai fait référence à l'instant. Le fait d'avoir dans un processus décisionnel plusieurs acteurs au système de préférence contradictoire rend la décision en soi encore plus complexe qu'il n'y paraît et entraîne des situations conflictuelles. Donc le fait de réunir ces 3 séries de facteurs cognitifs, psychophysiologiques, de même que, force est de constater, motivationnels, finit simplement par donc battre à plate couture la conception de l'homo economicus en considérant que nous, en tant qu'humains, en tant qu'acteurs économiques, prenons des décisions suivant une perspective de satisfaction minimale. Pour mieux comprendre ceci,
Simon et March apportent une opposition, si pertinente soit-elle, entre d'un côté la recherche de la plus petite fine aiguille dans une botte de foin et la recherche de la fine aiguille dans cette même botte de foin. Les deux schémas décisionnels sont tout à fait différents l'un de l'autre, car le premier implique une logique de satisfaction maximale. Je dois chercher la plus petite fine aiguille, autrement peine perdue. J'ai besoin de cette plus petite fine aiguille, ce qui implique justement donc une quête de satisfaction maximale. Voilà, des acteurs économiques qui ont les yeux plus gros que le ventre, qui ne se contentent nullement du peu, qui ne s'arrangent nullement du peu, qui sont aux antipodes de la parcimonie et de l'économicité, ce qui justement traduit la réalité d'aujourd'hui telle que nous la vivons, et point sur lequel je reviendrai un peu plus tard avec l'exemple du macronisme, sur le plan politique. Contrairement à ce schéma de la plus petite fine aiguille, se trouve celui de la fine aiguille. Je n'ai pas les yeux plus gros que le ventre, au contraire, à peine la fine aiguille trouvée, je mets un terme au processus de quête de comportement et de satisfaction. Je me contente du peu. Voilà, je suis autour de ces valeurs justement de parcimonie, exactement comme revendiquées par les religions, par le christianisme, l'islam, le bouddhisme, et qui sont caractéristiques de leur propre aspect discursif. La parcimonie est au cœur de l'aspect discursif religieux. Et ce sont justement, donc, c'est justement la principale des contributions épistémiques de Simon et March, bien qu'implicitement. Donc, on y voit justement l'importance de la parcimonie du moment que Simon et March prêtent une attention particulière donc à la satisfaction minimale et au fait qu'il faudrait s'arranger du peu. Eh bien, en réunissant, je disais bien, ces trois séries de facteurs, le mythe de l'homo economicus se voit donc banni, se voit donc écarté, et ce qui correspond parfaitement à la réalité. À l'image de tel ou tel investisseur qui souhaite par exemple acquérir quelques actions, ce dernier devrait s'informer pas seulement sur le cours de l'action, mais aussi sur les dividendes ainsi que la fluctuation de ces dernières. Or, l'information dont il dispose, conjuguée au stress qu'il ressent, au même titre que l'antagonisme que laissent transparaître les motivations d'autres investisseurs, si on a d'autres, eh bien, ces facteurs-ci conduisent justement l'investisseur à choisir l'action qui lui apporte le minimum de satisfaction en termes de gains pécuniaires. Telle est donc, si vous voulez, l'application ou l'intérêt pragmatique du concept de la rationalité limitée, comme décrit par Simon et March. Maintenant, intéressons-nous, pour finir, au macronisme et à la relation entre ce dernier et puis le concept de la rationalité limitée. Figurez-vous, la toute dernière décision qui consiste bien entendu à reconfiner la France. Une décision que vous jugez, quoique vous ne soyez pas du métier, à perte de vue, disproportionnée. C'est une décision tout à fait disproportionnée parce que justement Macron incarne le personnage de l'homo economicus. Un homme ou une personne, un but très sûr de soi, et qui est capable justement d'isoler une branche d'alternative parmi d'autres pour maximiser sa satisfaction. Macron est l'incarnation stricto sensu de l'homo economicus. Et ceci n'est pas sans conséquence, non seulement sur le bien-être, sur l'écosystème de façon générale, sur les parties prenantes, mouvement écologique, entreprises, État, organisations, consommateurs, mais aussi sur soi-même aussi. C'est-à-dire que le fait d'incarner l'homo economicus est fatal, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et Macron en est justement la définition stricto sensu. C'est parce qu'il voit plus loin que le bout de son nez, c'est parce qu'il est trop sûr de lui-même, il est imbu de sa personne, voilà, qu'il parvient justement à prendre des décisions à perte de vue. Si Macron pensait donc à prendre des décisions suivant une perspective de satisfaction minimale en disant « écoutez, je n'ai pas de prise sur l'environnement. Quoi que je fasse, quoi que je prenne de décision par rapport à cela, jamais je ne parviendrai donc à contenir le virus qui justement nous tracasse un peu partout. » Eh bien, si jamais il avait ce raisonnement, jamais donc le confinement n'aurait lieu. Jamais ces mesures liberticides n'auraient lieu.
Voilà donc une application, si vous voulez, du concept de l'homo economicus par rapport au personnage du macronisme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez plus ou moins compris cette théorie, ce concept de la rationalité limitée. Je vous mets en lien quelques informations complémentaires si besoin est, et je reste à votre disposition. Donc vous pourrez revenir vers moi si vous le souhaitez, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt peut-être.